Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec c'est un nouveau format. Alors bon, ça va pas révolutionner YouTube, ça c'est sûr, mais en gros le but c'est... alors si vous me suivez pas sur Instagram, en fait, des fois je reprends des, des bêtises que certains disent, et donc on rigole un petit peu, et après derrière j'en fais des posts où j'essaye de reprendre les choses de manière un petit peu plus sérieuse. Le but de cette vidéo... c'est de vous montrer qu'on peut pas croire tout le monde sur internet, peu importe le nombre d'abonnés, même si ces personnes-là passent pour des experts dans leur domaine, elles peuvent dire des bêtises, et on va voir que parfois c'est des grosses bêtises, et on va essayer toujours d'aller un petit peu plus loin que ça. Donc bon, on va commencer. Donc si vous faites de la musculation, vous êtes obligé de connaître ce coach sportif, et on va voir ce qu'il nous dit, et on analyse ensuite. La blessure. Et force est de constater que l'articulation de l'épaule est souvent sujette au bobo. Et ceci pour une raison très simple. C'est une articulation qui est mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tissu conjonctif à proprement parler. Ce qui Donc là, en fait, on a un coach sportif qui nous dit que l'articulation de l'épaule, c'est une articulation mobile, ok, et parce qu'il n'y a pas de tissu conjonctif dedans. Et là, il dit quand même une énorme bêtise, en fait, parce que déjà, du tissu conjonctif, il y en a un peu partout dans le corps, il y en a partout, quasiment, et en fait, dans l'épaule, bah, il y en a un peu partout aussi. Donc je sais pas comment il a pu dire une bêtise pareille, et je pense que même, je sais que ceux qui regardent cette chaîne-là, en général, vous êtes des kinés, des ostéos, des coachs sportifs ou des pratiquants de musculation, mais qui s'intéressent vraiment à la biomécanique, à l'anatomie et tout ça. Donc vous savez déjà que ce qu'il a dit, c'était une énorme bêtise, mais on va quand même justifier ça. En fait, au niveau de l'épaule, bah, déjà, on a une capsule articulaire, on a des ligaments, donc en fait, c'est toutes les parties qui sont en blanche ici. Donc tout ça, déjà, c'est du tissu conjonctif. Ensuite, on a les tendons, donc notamment ceux de la coiffe des rotateurs, pour faire très simple, pareil, ça, c'est du tissu conjonctif. Ensuite, on a un labrum. En plus de ça, c'est toujours du tissu conjonctif. En plus de ça, on a des muscles. Et le muscle, c'est pas juste de la fibre musculaire, hein, il y a une trame conjonctive, il y a même des trames conjonctives dans le muscle. Donc en fait, là, avec un aplomb assez incroyable, on nous dit qu'il n'y a pas de tissu conjonctif dans l'épaule, alors que c'est totalement faux. Et ça, mais ça, même vous, vous le savez. Donc voilà, ça remet en cause ce qu'on peut entendre sur Internet. On va passer à la suite, du coup, et cette fois-ci, on va parler plutôt de vaisseaux l'entorse. qui est joint sur l'extérieur de la cheville. Regarde, j'y arrive. Il y a des cons qui vont les imiter et qui vont s'arracher tous les ligaments. C'est pas parce que toi tu arrives que les autres vont y arriver. Pourquoi tu veux que les gens fassent des mouvements dangereux, hein? Alors là, on nous dit en fait clairement, bah pareil, hein, si vous faites de la musculation, vous êtes obligé de connaître cette personne-là. On nous dit que sauter en position d'inversion de cheville, donc cheville tordue, et rebondir dessus, c'est un mouvement dangereux. Alors, déjà, je voulais juste revenir sur une phrase du docteur André Ospina qui dit qu'en gros, tu regretteras toujours de ne pas t'être entraîné dans la position dans laquelle tu t'es blessé. Et ça, c'est vrai que c'est très pertinent. Mais du coup, on va aller un petit peu plus loin que ça pour bien comprendre les enjeux derrière ça. Donc en fait, là je vous ai mis plein de sports différents, et en fait on voit que de l'inversion de cheville, en fait ça fait partie du sport. Alors c'est vrai que nous on pense souvent, si vous regardez cette chaîne et tout ça, et les personnes que je vous ai montrées juste avant, on pense musculation. Et musculation, franchement, sur un squat, on a la plante des pieds au sol, et c'est des mouvements que dans le plan sagittal. La presse, c'est pareil, le soulevé de terre, c'est pareil. En fait, les élévations pour faire les mollets, c'est pareil. Mais en fait, on oublie qu'il y a d'autres sports. Et dans les autres sports, en fait, l'inversion de cheville, ça fait partie du sport. Là, voilà, ici, sur les changements de côté, là, voilà, pareil, là, on a une grosse inversion de cheville. Sport de combat, trail et tout ça. Donc, en fait, ça fait partie. Et là, je peux vous dire que les contraintes, elles sont quand même importantes, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les structures qui sont ici, là, surtout sur la partie latérale du pied, donc notamment les ligaments, pour faire très simple, ils vont prendre des contraintes. Ils vont prendre des contraintes. Et le but, en fait, de la prépa physique notamment, c'est de préparer ces tissus à ces contraintes-là. Et on sait que les ligaments, ils s'hypertrophient. Et vous le savez aussi, parce que je suis sûr et certain que vous avez vu ma vidéo sur les ligaments qui se renforcent, et à quoi ils servent aussi, que c'est pas juste des petites cordes, c'est vraiment des organes sensoriels. Donc, je peux vous mettre les références en description comme je dis à chaque fois, mais la question c'est, ça va me prendre du temps, et est-ce que vous allez vraiment voir les références que je mets en description? Est-ce que vous ouvrez la description déjà? Donc dites-moi, au pire, si vraiment vous voulez le lien, soit vous allez sur ma chaîne,
j'ai essayé d'organiser ça plutôt pas mal, soit vous me demandez en commentaire, je vous le mets, ok? Mais je vais pas le mettre de moi-même dans la description, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me prend un peu de temps. Donc en gros, les ligaments ici hypertrophies, là on a plein d'études sur le ligament croisé antérieur, enfin on en a 3. Donc ça c'est très intéressant. Donc les ligaments s'hypertrophient, voilà. Ensuite, on a une étude qui nous dit en fait que dans les rééducations à la suite d'entorse de la cheville, donc justement on a on a touché ces ligaments-là, ben en fait on met pas assez de contraintes sur les ligaments latéraux de la cheville. Et en fait, on sait que le tissu conjonctif, donc c'est un tissu qui est mécanoréactif, il y a tous les processus de mécanotransduction et tout ça. Donc ça, je vais faire des vidéos à part sur le tissu conjonctif et on va en parler. Mais en gros, on met de la contrainte sur le tissu et il va s'adapter. Et en fait, dans les études, on nous dit qu'on va pas assez justement dans ces positions, entre guillemets, dangereuses, mais dans les positions extrêmes d'inversion de cheville. Et donc là, bah, on nous dit dans la présente étude, de nombreux exercices étaient limités à des positions plantigrades du pied, ce qui peut avoir limité le recrutement des ligaments et l'adaptation physiologique. En plus de ça, les ligaments latéraux de la cheville sont conçus pour résister à des forces de traction plus importantes dans des positions physiologiques plus extrêmes. Donc si on veut que ces structures-là se développent, il faut les mettre en tension. Il faut mettre en tension ces ligaments-là. Alors effectivement, du jour au lendemain, sauter à pieds joints ou sur un seul pied sur une cheville en inversion, mauvaise idée, parce que vos ligaments ils vont pas être adaptés. Mais on peut commencer tout doucement et ensuite se diriger vers ce type de renforcement beaucoup plus fort. Et il y a plein de sports où on saute et à la réception, on peut avoir le pied qui fait une entorse, on peut avoir une entorse en inversion de cheville. Et du coup, bah, il faut la renforcer, cette amplitude-là. Et donc, si vous avez bien renforcé votre cheville, bah, peut-être qu'en retombant, bah, au lieu de vous blesser, bah, vous n'allez pas vous blesser. Ou alors, peut-être que vous allez vous blesser, mais moins gravement que si vous n'aviez pas entraîné ces tissus-là. Donc, entraînez vos ligaments de cheville si vous en avez besoin, notamment dans votre pratique sportive. C'est clair qu'en musculation, il n'y en a quand même pas trop besoin. Et le plus il frotte, le plus il y a des lésions. Et le plus vous risquez de vous déchirer le tendon du supraépineux. Et bye bye l'épaule, bye bye la musculation. Bon, donc là, on a des explications bancales, on va voir pourquoi, un discours nocebo, et toujours... Alors là, j'avais le choix, hein, entre prendre cette personne-là, mais là, en musculation, tout le monde nous le sort, celui-là. Donc, je voulais juste remettre un petit peu de clair là-dedans, et de toute manière, pareil, je suis sûr que tu as vu ma vidéo sur le conflit sous-acromial, et donc là, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit auparavant, mais juste pour aller un peu plus vite, je vais essayer de faire un format un peu plus rapide. Donc en gros, ici on a notre supraépineux, là on a notre acromion, et en gros, si on nous dit que ça frotte ici, donc du coup, bah, ça va venir abîmer le tendon. Donc ça serait potentiellement vrai si on avait des atteintes de la partie supérieure ici du tendon, celle qui est en contact avec l'os. En fait, on se rend compte de quoi dans les études? Bah, que c'est l'inverse. En fait, dans la plupart des cas, c'est plutôt la face inférieure du tendon qui est abîmée. Donc pas du tout celle qui est en contact avec l'os. Donc déjà, ça met un premier coup à cette hypothèse-là, dont on entend tout le temps parler, et qui justifie en fait... On justifie tous les exercices bons et mauvais par rapport à ça, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Ensuite, là, on va me dire, ça je la connais très bien celle-là, on va me dire, ouais, mais ça dépend de la morphologie, ça dépend de la forme de l'acromion, il y en a, ils ont des acromions comme ça, et ça c'est fini, là ça va... Alors, en fait, pas vraiment non plus. Il semblerait que la forme de l'acromion, et notamment l'acromion crochu, là, celui de type 3, ce soit plus la conséquence d'un processus dégénératif plutôt qu'une variation morphologique. Donc du coup, en fait, vous ne naissez pas avec ça, c'est en fait, au fur et à mesure du temps, il va devenir comme ça. Et ça peut être, alors là, j'ai pas mis la référence, mais dans ma vidéo sur le conflit sous-acromial, vous l'avez, ça serait plutôt, en fait, vous avez une coiffe postérieure qui est trop faible, il y a plus trop de contraintes, et ça va engendrer ça. Mais en fait, c'est une conséquence d'une mauvaise coiffe, et c'est pas la cause de la rupture de coiffe. Et en plus de ça, on a une étude qui nous dit que, en fait, il peut y avoir un contact, hein. Ça c'est pas, ça on le sait, hein, il y a un contact. Mais en fait, ce contact-là, c'est pas la cause primaire de la rupture de la coiffe des rotateurs. Il y a plein d'autres choses qui ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, calmez-vous avec la forme de votre acromion, ok? Détendez-vous. Détendez-vous, et les exercices qui vous font mal, ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Peut-être vous pouvez, alors s'il y a trop de douleur, peut-être l'adapter, ou si vous chargez, vous êtes beaucoup trop fort sur une amplitude que vous n'avez pas, donc musculairement vous êtes bon, mais articulairement vous êtes limité, bah ça c'est peut-être pas bon, donc redescendez les charges, ou travaillez spécifiquement, ok? Parce que le tirage menton, je le connais celui-là, ah oui mais là voilà, je me ronge le supraépineux, bah non.
Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'acromion. On va passer à la suite. Alors, il faut que les. Et au gros, après, on va me dire aussi, il faut que l'espace il soit grand, parce que plus il y a d'espace, moins ça frotte. Bah en fait non plus. Non plus, parce qu'en fait il n'y a pas de relation entre la distance acromio-humérale et la douleur. Donc en gros, quand on prend des gens, les gens qui ont un plus petit espace sous-acromial, ils n'ont pas plus de douleur que les autres. Bon, déjà ça c'est première chose. Et on a même une étude qui a montré que ceux qui avaient des douleurs sous-acromiales, parfois ils avaient un espace sous-acromial plus grand que les autres. Donc on voit bien que en fait la taille de cet espace, on s'en fiche un petit peu. Et puis après, il y a même des études hein, sur donc ces post-chirurgie où en fait l'espace il est augmenté, mais il n'y a pas forcément une corrélation directe avec la douleur. Donc pareil, on se calme avec la taille de l'espace sous-acromial, voilà. De toute manière, on va pas faire des radios à tout le monde. Ah, t'as un espace comme ça, tu vas faire ça. Non, c'est pas. En fait, ce serait débile de faire ça parce qu'on voit qu'il n'y a pas de corrélation. Et je vais finir avec l'arc douloureux. Donc en gros, quand on a une douleur sous-acromiale, on a ce qu'on appelle un arc douloureux. Donc on lève le bras, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai plus mal. Et en fait, on a un arc douloureux entre 60 et 120 degrés à peu près. Et en fait, ça correspond en général, on se dit, ah mais oui, mais c'est là où ça pince mon tendon. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la distance la plus faible au niveau acromio-huméral, c'est entre 40 et 75 degrés d'élévation. Donc en gros, on devrait plutôt avoir mal ici, voilà, et pas du tout sur tout cet arc-là, parce qu'en fait, passer les 75 degrés, mais en fait, le tendon, il est plus du tout, il est passé en fait, hein, il est passé sous la voûte acromiale, voilà. Donc j'espère que ce petit format vous a plu. Donc à chaque fois, je pourrais prendre par exemple deux trois vidéos qui m'ont un peu perturbé, et ensuite, bah, je les analyse, et voilà, et en fait, on essaie de dégager des choses intéressantes, des erreurs des autres. Voilà. Bah, on se dit à la prochaine, et dites-moi si ça vous a plu ce format-là. Voilà, à bientôt, salut!